Bienvenue sur Mizan TV, très heureux de vous retrouver pour un nouvel entretien qui sera consacré au Forum de l'Islam de France, le FORIF, qui a tenu sa seconde édition cette semaine. Quelles ont été les annonces faites au cours de cette deuxième rencontre, qui a donc réuni 86 acteurs du culte musulman venus de 44 départements, avec le ministre du culte Gérald Darmanin. Pour le savoir, nous avons invité Razin Gassi, membre au sein du FORIF du groupe de travail Professionnalisation et recrutement des imams. Razin Gassi est aussi l'un des responsables du conseil théologique des imams du Rhône et le recteur de la mosquée Haussmann à Villeurbanne. Bienvenue sur Mizan TV, Razin Gassi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Salam alaikum. Salam à tout le monde. Salam wa rahmatullah. Pour commencer cet entretien, je rappellerai au préalable à nos auditeurs que le Forum de l'Islam de France est un espace de dialogue et de travail entre l'État et les acteurs du culte musulman. C'est une émanation directe des assises territoriales de l'islam organisées au niveau départemental, le FORIF étant lui-même organisé sous la forme de 6 groupes de travail. Alors on va préciser ces groupes de travail. Le premier groupe concerne la sécurité des lieux de culte et la lutte contre les actes anti-musulmans. Le second groupe travaille sur la question du droit et de la gestion des associations. Le troisième, donc, sur la professionnalisation et le recrutement des imams, c'est un groupe dans lequel vous travaillez. Le quatrième, sur la gestion et l'organisation des aumôneries. Le cinquième, sur la ressource et le financement des associations cultuelles. Et le dernier groupe, sur la structuration territoriale et inter-associative. Alors, ma première question, Razin Gassi, portera justement sur ces groupes et sur leur fonctionnement. Qui a décidé précisément le choix des sujets et des thèmes des groupes de travail? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le choix des groupes de travail émane, comme tu l'as dit tout à l'heure, des ATIF, c'est-à-dire les assises territoriales de l'Islam de France. On fonctionne à peu près une année à 2 ans, on organise justement ces assises territoriales au niveau du département. Comment ça se passe? À Lyon, c'est le conseil des mosquées du Rhône qui s'en occupe avec la préfecture. Hein. On invite les imams, essentiellement, les présidents des associations qui gèrent les mosquées, et certaines personnalités qui ont une relation directe ou indirecte avec l'organisation de l'islam. Il y a d'autres personnalités qui sont choisies directement par la préfecture. On se retrouve à peu près une 50aine. Et à Lyon, on se voit à peu près 2 jours, on va dire, ou 2 demi-journées, sur différents thèmes, sur la formation des imams, sur la loi. L'année passée, c'était essentiellement la loi CRPR, sur les carrés musulmans, l'ouverture des carrés musulmans, etc. Et donc, à partir de là, il y a un compte rendu qui est fait par la préfecture et qui est transmis au niveau national au sein des préfectures. Et c'est à partir de là qu'ils regardent un petit peu les centres d'intérêt. Cette année, par exemple, les carrés musulmans, ça a beaucoup été discuté au niveau des assises, et donc on l'a intégré dans l'un des groupes de travail. L'année passée, c'était plutôt la fermeture des comptes bancaires. Donc c'est en fonction de ce qui se discute au niveau des départements, des assises territoriales, que on essaye d'ouvrir les groupes de travail au niveau national. Ensuite, ça peut être, l'année passée, moi j'ai beaucoup insisté pour qu'on ouvre justement un groupe de travail sur les carrés musulmans. On a essayé d'ouvrir cette année un groupe de travail sur la structuration. On va en parler tout à l'heure, parce que nous, en tout cas, dans le département du Rhône, nous pensons que l'organisation de l'Islam de France doit passer par la départementalisation. Il faut structurer les musulmans au niveau des départements. C'est là où tout se déroule. Ensuite, on monte jusqu'au national. Cette année, on a ouvert justement un groupe de travail sur la structuration et on a ouvert aussi un groupe de travail sur le financement. Parce que c'est un réel problème. Aujourd'hui, le financement, c'est un vrai problème. Nous avons construit, certains diront, des mosquées cathédrales, en tout cas des grandes mosquées. Ces grandes mosquées, il leur faut, dans le département du Rhône, on a estimé le budget de fonctionnement d'une grande mosquée, entre 20 000 et 30 000 euros par mois. Comment avoir... Alors, on va y revenir. J'aurai des questions sur ces problèmes de financement. C'était juste sur ça. C'est suscité au niveau des départements. Ensuite, la deuxième partie, c'était les choix.
les choix des personnes qui vont intégrer le FORIF. Voilà, les participants, le choix des participants qui vont travailler dans chacun de ces groupes de travail. On va être très transparent. Les responsables de la préfecture nous demandent de proposer des personnes qui pourraient éventuellement faire partie du FORIF. Eux, ils sont en contact avec des personnes. Il y a des personnes qui ont bien participé aux actifs. Donc, eux, ils proposent des personnes. Nous, on propose des personnes. Mais il faut le dire que la décision se fait au niveau national, au niveau du BCC, du Bureau Central des Cultes. D'accord. Donc c'est le Bureau Central des Cultes qui décide sur la base d'une proposition qui émane des acteurs du culte, qui décide voilà, le choix des participants, et les thèmes de travail, donc si je comprends bien, émanent des sollicitations et des requêtes qui ont été exprimées par les acteurs du culte musulman au sein des assises territoriales. C'est bien ça? Exactement, oui. D'accord. Alors, l'une des missions du FORIF a consisté, c'est ce qui ressort de la communication du gouvernement au cours de cette seconde édition du FORIF. Donc, l'une des missions du FORIF avait consisté à veiller à ce que les associations musulmanes respectent l'application de la loi réconfortant les principes républicains ou loi dite contre le séparatisme, qui a été votée précisément, il faut quand même le dire, contre des musulmans. Mais la loi dans ses formulations vise large et c'est toujours affaire d'interprétation. Alors justement, concernant cette loi qui a été beaucoup critiquée pour sa dimension sécuritaire, certains y ont vu une dimension intrusive dans la gestion du culte. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Azine Gassi, vous qui êtes sur le terrain et qui voyez les applications concrètes de ce texte? Autrement dit, cette loi pose-t-elle des problèmes concrets aux associations musulmanes? Oui, moi je vous le dis franchement, l'application de cette loi nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que chacun l'interprète à sa façon en réalité. Je vous donne un exemple très simple. Le mois de Ramadan arrive dans 10 jours à peu près. Dans les mosquées, on distribue des repas Ramadan, ce qu'on appelle les repas Ramadan. On nous demande, une des demandes de cette loi, c'est que les mosquées soient gérées par deux associations différentes. Une association cultuelle, 1905, qui s'occupe exclusivement du culte, et une association culturelle, 1901, qui s'occupe exclusivement du culte. Il y a beaucoup d'associations, la plupart des associations dans le département du Rhône ont respecté cette consigne, et donc, dans notre mosquée, par exemple, il y a une association cultuelle, 1905, une association culturelle. Ensuite, au sein du FORIF, il y a un groupe de travail qui a fait un travail extraordinaire les années précédentes. Et donc, ils ont dressé une liste d'activités ou d'actions qu'ils classent comme étant culturelles ou cultuelles. Et on se retrouve parfois devant des contradictions phénoménales. Je vous donne un exemple très simple. Encore une fois, on va organiser le repas, la distribution des repas pour les pauvres, les nécessiteux, les étudiants et tous ceux dont les visages sont marqués par les difficultés de la vie. Jusqu'à maintenant, c'est pas clair. Est-ce que c'est du culte ou est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est culturel? Autre exemple, les zakat al-fitr que l'on distribue à la fin du Ramadan, zakat al-mal, qui est un pilier de l'islam, est classé comme étant une activité culturelle, alors que ça fait partie du culte musulman, ça fait quand même un pilier du culte musulman, et la zakat al-fitr, ça fait partie du mois de Ramadan. Voilà, nous ne sommes pas d'accord sur cette classification, et nous le disons clairement, c'est pas à l'État, c'est pas au gouvernement, c'est pas au BCC de définir ce qui est culturel et ce qui est culturel. C'est à nous mutuellement de définir ce qui est culturel et ce qui est culturel. En tout cas, ce qui est culturel plutôt. Et moi, je suis arrivé à la conclusion que ceux qui décident, ils voient les activités, je vous le dis franchement, ils voient les activités des musulmans avec des lunettes parfois catholiques. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas la spécificité de l'islam, ils connaissent pas la spécificité des actions musulmanes. Et à côté de cela, il y a d'autres problèmes. L'enseignement de la langue arabe et d'éducation islamique, est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est culturel? Je pense que ça, c'est avec les années qui vont venir, qu'on va essayer d'arriver à une conclusion sur laquelle nous serons tous d'accord, Inch'Allah.
Vous en discutez avec les représentants, soit du gouvernement, soit les membres du bureau central du culte, de justement ce que vous venez de dire. Vous avez des échanges et qu'est-ce qu'on vous répond finalement? Bien sûr, on discute avec les responsables. D'ailleurs, notre interlocuteur, c'est la préfecture, bien sûr. Donc, on discute avec les responsables de la préfecture. On leur renvoie toutes ces questions. Et bien sûr, ils essayent de nous aider le mieux possible. Mais parfois, eux-mêmes, ils sont dépassés. Donc, eux-mêmes, ils vont contacter le BCC, le Bureau central des cultes, pour essayer de trouver une solution à toutes ces questions. Mais effectivement, toutes ces questions, nous en discutons. D'ailleurs, en plein Forif, moi, j'ai posé toutes ces questions. Il fallait absolument mettre au sein du Forif ou au sein du BCC des interlocuteurs qui pourraient nous répondre à toutes ces questions-là. Il y a tout ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, les expulsions des imams. Il y a une certaine peur qui s'est installée chez les imams et qui ne savent pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, et quand il faut dire, comment il faut le dire, etc. C'est un manque d'encadrement où les fédérations n'ont jamais été là pour aider ces imams et qui se contentent de leur tirer dessus quand ils font des erreurs. Certes, ce qu'on entend, c'est pas bien, mais encore faut-il encadrer ces imams, les orienter, leur dire, leur apprendre comment faire une khutba, etc. Ce travail n'est jamais fait, n'a jamais été fait, malheureusement. Et donc, voilà, toutes ces questions-là méritent qu'on trouve des solutions, qu'on trouve des réponses. Parfois, on en a, parfois, on n'en a pas. Et donc, on essaie d'avancer ensemble, en tout cas les uns avec les autres, et non pas les uns contre les autres. Alors parmi les problèmes évoqués au sein du Forif, la garantie d'un accès aux assurances pour de nombreuses associations musulmanes qui rencontrent des difficultés pour disposer d'une couverture assurantielle. Même chose pour les fermetures arbitraires de comptes bancaires. Alors justement, Hazin Gassi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons de ces problèmes? Quelles sont les causes de ces problèmes rencontrés par les associations musulmanes, à la fois pour l'assurance et pour les comptes bancaires? Alors peut-être commencer par l'assurance et ensuite venir sur la question des comptes bancaires. D'abord pour les assurances ne concernent pas seulement les lieux de culte musulmans. Ça concerne les lieux de culte de façon générale. Il y a un certain nombre d'assurances qui ont pris la décision de ne plus assurer les lieux de culte, quels qu'ils soient, musulmans, juifs ou chrétiens. Ça ne concerne pas seulement les musulmans. Le problème, c'est que les informations nous sont arrivées au mois de décembre, c'est-à-dire vers la fin de l'année. Et donc, on a fait remonter cela, justement, pour dire qu'il y a vraiment des relations aller-retour entre les organisations musulmanes au niveau local, régional et le ministère de l'Intérieur. Il y a de fortes questions, de grandes questions qui ont été soumises au BCC. Le ministre de l'Intérieur a pris le problème à bras le corps. Et ce que je peux vous dire, c'est que le problème a été définitivement réglé en principe. Nous-mêmes, dans notre mosquée, on a reçu un courrier dans lequel on nous a dit que c'est fini, c'est la dernière fois que vous serez assurés. Ensuite, ils sont revenus sur leur décision. Alors, c'était quoi les causes? Pourquoi les assurances ne voulaient plus assurer? Alors, vous dites que ça concerne tous les lieux de culte. Est-ce que les autres cultes se sont exprimés sur ce problème aussi? Ah oui, ça concerne tous les lieux de culte, effectivement. Tout le monde s'est exprimé, et c'est pourquoi on a réglé le problème tout de suite. Les raisons, c'est des raisons économiques essentiellement, et l'autre raison, c'est la peur des attentats terroristes ou quelque chose comme ça, alors qu'en réalité, je parle de notre mosquée, on n'a jamais pu bénéficier de ces assurances en réalité. Donc, des raisons économiques et des raisons peut-être voilà, tout ce qui se passe, le contexte dans lequel nous vivons actuellement. En tout cas, mais ce contexte, il est pas nouveau, hein. Enfin, je veux dire, oui, vous dites que en décembre dernier, les assurances ont interrompu leur service d'assurance, mais bon, les problématiques de sécurité sur le territoire national, c'est quelque chose qui est daté, enfin qui est pas récent. Donc c'est un peu, enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas récent. est-ce qu'on n'en sait pas davantage? C'est pas récent. En tout cas, c'est ce que je sais. C'est un aboutissement, si tu veux. C'est au bout de quelques années qu'ils sont arrivés à la conclusion. Ils ont fait leur calcul peut-être, ça les arrange plus d'assurer les lieux de culte. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait un accord qui était trouvé avec le ministère de l'Intérieur et la responsable ou les responsables des fondations, enfin des fédérations des assurances au niveau national, puisque la responsable était avec nous lundi dernier au sein du ministère de l'Intérieur.
Et le ministre de l'Intérieur nous a dit qu'elle s'était engagée à trouver des solutions à tous les lieux de culte qui n'arrivent pas à trouver des assurances. D'accord. Et concernant, donc c'était la présidente de France Assurance, hein, pour préciser le propos. Alors concernant cette fois-ci la question des fermetures de comptes bancaires ou des problèmes liés aux banques, voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces problèmes et quelles sont les causes de ces problèmes? Alors en revanche, la fermeture des comptes bancaires n'a pas encore été réglée définitivement. Le problème, c'est quoi? C'est les dépôts des espèces, en fait. Quand une mosquée, essentiellement parce que on leur a dit ça, il arrive encore une fois le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, il y a des mosquées qui ont des projets de construction. Il y a beaucoup d'activités pendant le mois de Ramadan. Il y a distribution des repas. Et donc, les gens font beaucoup de dons pendant le mois de Ramadan. C'est le mois de la générosité. C'est le mois du don par définition. Et donc, beaucoup de musulmans donnent beaucoup d'argent à la mosquée. On a beau leur dire qu'il faut faire des dons par des virements, par des chèques, par des prélèvements. Et en utilisant les bornes, voilà, justement, des bornes ont été installées dans les mosquées. Il y a beaucoup de personnes qui, quoi que vous fassiez, et notamment les personnes âgées, qui ne peuvent pas, ne connaissent pas toutes ces techniques, et donc ils vous donnent de l'argent. Ils se retrouvent, beaucoup de mosquées se retrouvent à la fin du mois avec, je ne sais pas, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, ou peut-être plus. Et donc ces mosquées disent, mais on peut pas garder cette mosquée à la mosquée, je dois absolument la déposer à la banque, et il suffit de déposer 10 000, 20 000, 30 000, ou peut-être moins, peut-être plus, en liquide dans les banques. Toutes les banques d'ailleurs, il n'y a pas une qui est mieux que les autres, pour voir son compte fermé dans les mois qui suivent. Donc c'est essentiellement un dépôt de chèque. On leur a beau leur dire que c'est une histoire de mentalité, qu'il faut c'est avec le temps qu'on pourra régler ce problème-là. Mais voilà, le problème n'est pas. Vous voulez dire que les banques ferment un compte parce que les responsables de l'association cultuelle déposent des sommes importantes en espèces à la banque? Vous voulez dire qu'aujourd'hui, la loi interdit de déposer des sommes d'espèces importantes? Alors est-ce qu'il y a des seuils qui sont fixés au niveau des sommes? Même les seuils, on ne sait pas en fait. On a beau avoir, on a de très bons rapports avec les banques au niveau local en fait. Même eux, ils ne comprennent pas parce que parfois la décision elle est prise au niveau national. Quand il y a de fortes sommes qui sont déposées, les musulmans ne connaissaient pas véritablement les seuils. Et donc la solution qu'on avait trouvée, c'est ne pas déposer le tout en même temps et déposer peut-être chaque semaine ou chaque mois une partie jusqu'à déposer tout le temps. Mais le problème, c'est que on pousse parfois les mosquées à ne pas respecter la loi, dans le sens où on garde l'argent dans la mosquée, ensuite on est obligé de la déposer semaine après semaine, mois après mois, pour ne pas voir son compte fermé. Mais essentiellement, ce qu'on nous dit en tout cas, c'est essentiellement ça, c'est les mouvements d'espèces qui posent véritablement un problème au niveau national. Et c'est vrai que la plupart des mosquées qui ont vu leur compte en banque fermé, c'est à la suite de dépôts d'espèces, et notamment après le mois de Ramadan. Et ça concernait surtout les mosquées qui sont en construction, parce que quand une mosquée elle est en construction, c'est là où on collecte beaucoup d'argent, et c'est là ce qu'on leur a dit. Quand vous fermez le compte d'une mosquée qui est en construction, c'est un véritable problème. Comment on va payer les entreprises? Comment on va payer les salariés? C'est un véritable problème. Il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons, le Conseil des mosquées du Rhône, on est monté en créneau, on a contacté même le ministre de l'Intérieur, mais c'est vrai qu'il nous a écoutés. Ensuite, il y a une commission qui a été mise en place et dans laquelle il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, la Fédération des banques au niveau national et des personnes qui font partie du FORIF. Cette commission, elle travaille toujours sur la question. C'est vrai que peut-être le compte, les mosquées ayant eu les comptes fermés, enfin on n'entend pas beaucoup, mais le problème reste véritablement. Et est-ce que concernant ces directives de fermeture de compte, est-ce qu'elles émanent de décisions, de décrets publics émanant d'institutions publiques, ou est-ce qu'elles sont le fait des banques? Parce qu'on avait parlé beaucoup aussi du dispositif TRACFIN.
qui est lié au ministère des Finances et qui concerne la trace, enfin le fait de retracer les filières d'argent, les mouvements d'argent, les mouvements de fonds, etc. Et il avait été question d'une causalité qui serait liée au TRACFIN, c'est-à-dire en gros, ce serait dans le cadre de ce dispositif qu'il y aurait eu des fermetures de banques. Est-ce que ça c'est vrai? Et qu'est-ce que vous avez comme information à ce propos? Alors moi, j'ai pas d'informations sûres, mais j'entends comme vous ce qui est écrit, ce qui a été écrit à l'époque. Effectivement, on met en évidence ou en avant le TRACFIN, c'est-à-dire la peur. Derrière tout ça, c'est le financement du terrorisme, etc. On ne sait pas où va cet argent, comment elle est collectée et comment elle est distribuée, effectivement. On a essayé de comprendre à l'époque, parce on avait une dizaine de mosquées qui étaient liées à ce problème-là, et dont certaines avaient un projet de construction. Et c'était un véritable problème. Donc, on a essayé de comprendre. Les banques nous disent, c'est pas nous. La décision vient de Paris. Et effectivement, on a des relations très cordiales avec les responsables au niveau local, les responsables des banques. Donc, il n'y a pas de problème. Même eux, ils sont souvent surpris quand ils reçoivent l'ordre de fermer le compte. Alors, ils nous disent au niveau national. Ensuite, on essaie de contacter les banques au niveau national. Ils disent, écoutez, nous, c'est pas notre décision. Il faut discuter avec le BCC, le Bureau central des cultes. Le Bureau central des cultes, non, c'est pas vrai, c'est eux qui ont pris la décision, etc. Mais en réalité, personne ne vous donnera la vraie raison pour laquelle les comptes ont été fermés. Mais je pense que c'est une histoire de TRACFIN, effectivement, comme tu l'avais souligné dès le début. Mais personne ne pourra vous donner la véritable raison. Et donc, pour l'instant, le problème n'est pas réglé, hein. Le problème subsiste. La commission a été mise en place, et c'est bien, dans laquelle il y a le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, et ils essayent de travailler encore plus sur cette question-là dans les mois à venir. Et le ministre de l'Intérieur en a parlé, hein, dans sa conférence de presse lundi dernier. Il en a parlé. Il a dit que la commission elle est mise en place, qu'il y a une bonne volonté qui émane des uns et des autres, et notamment de la Fédération des banques. Et on espère, notre proposition au niveau local, c'est que, avant de fermer le compte d'une banque, au moins la préfecture, c'est ce que nous avons proposé à la préfecture. Quand vous savez, ou quand les banques ont décidé, ou quand au niveau national, on a décidé de la fermeture de banque, qu'ils contactent au moins les responsables au niveau local, au départemental, et qu'on essaie de discuter avec la préfecture des raisons pour lesquelles le compte a été fermé, et qu'on essaie de trouver une solution. Tant qu'on ne fera pas comme ça, les responsables au niveau local se poseront toujours des questions. Alors, un des autres chantiers de travail du FORIF concernait les actes anti-musulmans. Le ministre de l'Intérieur a parlé de 242 faits recensés et d'une augmentation des actes anti-musulmans de près de 30%. Pour lutter contre ces actes islamophobes, ou pour reprendre plutôt la terminologie du gouvernement qui n'utilise pas ce terme d'islamophobie, préfère parler d'actes anti-musulmans, une annonce d'1 million d'euros a été faite pour l'installation de caméras de surveillance dans les mosquées. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, peut-être, pour commencer? Est-ce qu'elle répond à une attente des associations musulmanes? Ah oui, largement. Largement parce que l'enveloppe budgétaire qui était destinée en 2023, parce que le responsable au niveau national, c'est une personne qui est dans le département du Rhône, justement. Celui qui s'occupe, c'est l'intermédiaire, si vous voulez, entre les préfectures et les mosquées qui voudraient installer des caméras de surveillance. Il y avait une enveloppe budgétaire de 500 000 euros, elle n'a pas été utilisée totalement par les mosquées, alors que les demandes sont très très fortes. Pour vous dire, parce qu'il est le responsable au niveau national, il est dans le département du Rhône, c'est surtout les mosquées du département du Rhône qui en ont bénéficié. Il n'y a pas eu beaucoup de demandes des autres départements, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont le droit, effectivement. Ils pensent qu'ils ne savent pas qu'ils ont le droit de bénéficier de ces enveloppes budgétaires. On parle de la sécurisation des mosquées, c'est-à-dire installation des caméras, etc. Et l'État, elle peut participer à hauteur de 80%. Donc c'est une aide très très importante, et le ministre de l'Intérieur a effectivement annoncé le doublement de cette enveloppe, c'est-à-dire qu'on va passer de 500 000 euros en 2023 à 1 million d'euros en 2024. Il a clairement annoncé que toutes les demandes qui émanent des lieux de culte musulmans seront acceptées.
Le problème, c'est pas l'enveloppe, c'est pas le ministère de l'Intérieur, le problème, c'est les mosquées. Parce qu'il y a très très peu de demandes qui émanent des autres départements. Et donc, un responsable musulman au Forif, au niveau national, a été mis en place. C'est Farouk Tayer, qui habite Givors, d'ailleurs, dans le département du Rhône. C'est lui qui est responsable. Il suffit juste de prendre contact avec lui pour pouvoir bénéficier de cette aide financière. Alors, qu'est-ce qu'on sait des détails sur la gestion des enregistrements qui seront faits dans les mosquées, puisque c'est un organisme d'État, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui finance l'opération. C'est-à-dire, en gros, bon, on ne peut pas ne pas poser la question, parce que je pense que beaucoup de responsables associatifs se la posent. Quels sont les garde-fous pour éviter, par exemple, je sais pas, un renforcement de la surveillance d'État? Puisqu'on parlera tout à l'heure de la question de la relation entre les collectivités publiques et les associations musulmanes. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? J'ai pas bien compris le sens de la question, mais je sais que beaucoup de personnes, ils parlent que les enregistrements sont récupérés par la préfecture, etc. Il n'en est absolument rien. Nous, Mosquée Othman, on a bénéficié de cette enveloppe budgétaire. Nous avons installé jusqu'à 40 caméras dans la mosquée. C'est nous qui choisissons l'endroit où sont placées les caméras. En revanche, la préfecture a un droit de regard sur les caméras qui sont installées à l'extérieur de la mosquée. Vous savez qu'on peut pas filmer sur la rue, etc., etc. Quand on a décidé d'installer les caméras, on a pris contact avec une entreprise. L'entreprise, elle est venue et donc elle a fait un plan, si vous voulez. Le plan a été soumis à la préfecture pour donner son aval, surtout en ce qui concerne les caméras qui sont à l'extérieur. Ça, oui, vous pouvez, il y a cette question d'angle, etc. Une fois que tout a été mis en place, voilà, on installe les caméras, mais jamais on nous a demandé, ça fait une année, jamais on nous a demandé des images ou quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'ils nous demanderont un jour, quand il y a un acte, bien sûr, quand il y a un acte anti-musulman à l'extérieur. Oui, bien sûr, mais oui, mais je parle en contexte normal. Qui centralise les enregistrements? Donc c'est la société en question qui installe le matériel et ces données finalement, elles appartiennent, elles sont, il n'y a que l'association musulmane qui a un droit de regard sur ces données. Je parle pas des caméras extérieures parce que ça vous avez précisé, mais pour tout ce qui est intérieur, il n'y a que l'association musulmane qui gère ça. Absolument. Ouais. D'ailleurs, j'étais en contact hier, on a discuté avec un des responsables de ceux qui installaient les caméras. Il dit oui, bah, des gens qui disent, etc. Ah, bah, écoutez, c'est vous-même, c'est absolument personne, c'est vous et seulement vous qui disposez de ces images ou de ces vidéos. D'ailleurs, ces images, parfois, ils nous ont aidés depuis que ils nous ont aidés pour identifier les personnes qui sont à l'origine des actes anti-musulmans. Et parfois, il y a des actes qui se font à l'intérieur de la mosquée, il y a des vols, etc. Ils nous permettent de voir aussi ceux qui sont à l'origine de ces actes. Donc, les images, les vidéos appartiennent à la mosquée. Et moi, en tout cas, à la mosquée Othman, ça fait une année qu'on les a. On n'a jamais eu une demande de la part de la préfecture. Alors un mot sur l'imama et l'aumônerie nationale. Darmanin a demandé au Forif de travailler sous 6 mois à la création d'un statut de l'imam en France. De quoi parle-t-on concrètement, Hasdin Gassi, quand on parle d'un statut de l'imam? Alors, pour aller très vite, si vous voulez, pour être concret, une mosquée veut embaucher un imam. Donc elle lui fait un contrat, un fiche de poste, etc. Et dans le contrat, aujourd'hui, on est en 2024, on ne peut pas, la mosquée ne peut pas écrire la fonction, elle ne peut pas écrire imam. Les autres cultes, on peut écrire rabbin, on peut écrire prêtre, on peut écrire pasteur, parce qu'il y a un statut pour les rabbins, pour les prêtres et pour les pasteurs, mais il n'y a pas un statut pour les imams. Et donc les mosquées, qu'est-ce qu'elles font? Enfin, chaque mosquée innove en réalité. Il y en a certains qui disent animateurs, certains éducateurs, certains enseignants, etc. Mais on n'a pas le droit d'écrire imam parce qu'on n'a pas de statut d'imam pour le moment. Cet objectif devait être réalisé par le CFCM en réalité. Un des objectifs du CFCM, c'était la formation et la mise en place d'un statut pour les imams. Mais malheureusement, moi je faisais partie du CFCM, ensuite je suis sorti 10 ans avant j'allais dire sa dissolution, il est pas
il existe toujours le CFCM. En tout cas, euh, un des objectifs du CFCM, c'était la formation du statut des imams, mais malheureusement, en 20 ans d'existence, c'est-à-dire de 2003 à 2023, rien n'a été fait. Ni dans la... Pourquoi rien n'a été fait? C'était quoi les blocages avant de passer sur la résolution de ce problème? Qu'est-ce qui a fait que le CFCM n'a pas pu définir un statut d'imam? Rien n'a été fait parce que le CFCM, tout simplement, il était empêtré dans ses conflits internes. Tout le monde le sait, hein, la gestion des pays étrangers, les fédérations malheureusement, voilà, chacune travaille pour elle-même, et c'était impossible de travailler les uns avec les autres, c'était impossible. Les fédérations, beaucoup dépendaient de pays étrangers, donc quand vous mettez les intérêts des pays étrangers dans la même table, impossible de s'entendre. Et en plus, c'est une organisation du culte musulman. L'imam n'a jamais été au centre de ces institutions. Donc les problèmes sont nombreux. Il y en a une dizaine. On n'a pas le temps d'en parler. L'ingérence des pays étrangers, les fédérations. Les fédérations ont fait un travail extraordinaire dans le passé il y a 20 ans, mais aujourd'hui, malheureusement, elles font beaucoup de mal dans le sens où elles empêchent les musulmans d'avancer, elles empêchent les musulmans d'avoir une vraie structure au niveau national, une vraie structure qui soit solide, compétente et qui soit à l'écoute des musulmans. Bref, le résultat, c'est que rien n'a été fait. 20 ans après, 30 ans après, on est dans la situation où l'imam n'a toujours pas de statut. Un des objectifs, justement, du groupe de travail que tu as cité tout à l'heure, c'est-à-dire professionnalisation et recrutement des imams, c'était un des objectifs essentiels, c'était ça, le statut. Essayer de doter les imams de France, d'un statut qui tient compte de la complexité de sa fonction, du travail qu'il fait au quotidien. Le statut, la formation, c'est un peu difficile, on pourrait en parler si tu veux tout à l'heure, et aussi la rémunération. Il y a beaucoup d'imams aujourd'hui qui ne sont pas rémunérés. Il y a beaucoup d'imams aujourd'hui qui sont payés, il faut le dire, au lance-pierre. Effectivement, c'est un véritable problème, mais je pense que le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est le statut. Nous en avons discuté, nous en avons travaillé. Nous avons travaillé au sein du groupe de travail professionnalisation des imams. Nous avons travaillé pendant une année. Et nous avons travaillé avec des imams, bien sûr, au niveau national. Nous avons travaillé avec des avocats, des juristes, des experts, des spécialistes du domaine, comme le professeur Messner, professeur à Strasbourg et directeur de recherche au CNRS, qui est spécialiste du domaine. D'ailleurs, il a fait une publication sur le journal La Croix sur ce domaine, sur ce sujet. Et donc, au bout d'une année, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il est impossible de mettre en place un statut de l'imam de France qui obéirait ou qui respecterait le droit français. Et donc, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait véritablement une volonté politique pour mettre en place ce statut. Nous en avons discuté, en tout cas, les résultats de nos conclusions ont été transmises notamment au président de la République, et le président de la République qui nous a reçus, les musulmans nous a reçus, le Forif, le 16 février 2023, et c'est là qu'il s'est engagé à réfléchir à la question, et une année pratiquement après, c'est-à-dire le 26 février 2024, le ministre de l'Intérieur a annoncé il nous a donné d'ici fin septembre pour justement mettre en place un statut des imams de France. Ce ne sera pas chose facile. Il y a beaucoup de gens, j'entends les critiques, oui, c'est l'État qui intervient. Non, non. Pour mettre en place un statut, nous devons travailler avec le ministère de l'Intérieur. Nous devons travailler avec le ministère du Travail. C'est à eux parce qu'une volonté politique doit être prise. Je vous donne un exemple très simple. Enfin, trois points très simples pour vous montrer la complexité de la situation. L'imam travaille surtout la nuit. Salat al-Isha aujourd'hui, pendant l'été, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha et Salat al-Fajr, la première prière, la quatrième et les cinquième prières se font la nuit, vers 10 heures du soir, vers minuit, vers 3 heures du matin. C'est un travail de nuit, ça.
C'est un travail de nuit. L'imam travaille surtout le week-end. On a besoin de lui le vendredi, le samedi et le dimanche, où il doit être à la mosquée. Et surtout, le point le plus important, c'est la notion d'amplitude dans le droit de travail. L'amplitude ne doit pas dépasser, c'est le code du travail, l'amplitude, c'est-à-dire le moment où l'imam arrive à la mosquée, ou le moment où il sort de la mosquée, même si entre les deux il peut être absent, ça ne peut pas dépasser 13 heures, justement. Aujourd'hui, l'imam, il arrive, pendant l'été, il arrive à 4 heures du matin pour faire la prière, la première prière, Salat al-Fajr, et le soir, il doit partir à 23 heures, peut-être même minuit, pour faire la dernière prière. C'est-à-dire que il doit être à la disposition de la mosquée pendant 18, 19, jusqu'à 20 heures. Ça, quelle que soit la décision, quel que soit le contrat de travail que vous rédigerez, il ne pourra jamais obéir au droit du travail, au code du travail. Alors on nous dit, ouais, dans ce cas, il faut embaucher 2 imams ou 3 imams. Déjà, les mosquées ont des problèmes pour embaucher un imam. Ils arrivent pas à payer un imam. Vous imaginez qu'ils vont pouvoir payer 2 imams ou 3 imams ou quelque chose comme ça. Et donc la seule solution, c'est une volonté politique, c'est une décision politique. Et moi, je me réjouis véritablement que la décision ait été prise. Et maintenant, c'est pas à l'État de le faire, c'est pas au BCC de le faire, c'est pas au ministère de le faire, ministère de l'Intérieur de le faire. C'est à nous, justement, de faire ce travail-là, de faire une proposition au ministère de l'Intérieur qui vont discuter avec le ministère du Travail pour essayer, j'espère, d'ici mois de septembre, mettre en place un statut de l'imam de France. Donc la responsabilité reposera sur les 18 participants de ce groupe de travail, hein, donc qui auront la responsabilité de définir un statut d'imam, si je comprends bien, d'ici le mois de septembre. C'est bien ça. La proposition, elle émanera justement de ce groupe de travail, mais les membres de ce groupe de travail devraient, moi c'est ce que je fais, hein, et d'ailleurs c'est ce que hier on en a discuté, je dis oui, il n'y a pas de problème, il faut discuter, moi je demande à ces gens-là de faire des khotab al-Jumu'ah, des prêches du vendredi, sur ça, pour sensibiliser les fidèles, mais aussi pour qu'ils prennent conscience de ce problème-là, d'organiser des conférences, d'organiser des rencontres, d'organiser des séminaires avec les imams dans les conseils départementaux pour discuter de cela. C'est pas un problème de l'État qui s'ingère ou qui... Ça, c'est un problème vraiment très compliqué, très complexe. Les Juifs ont fait ce travail-là, les protestants ont fait ce travail-là, c'est à nous musulmans de faire ce travail-là, et je pense que si on arrive à faire cela, ce serait vraiment extraordinaire pour tout le monde, effectivement. Alors la même question, Razine Gassi, mais cette fois-ci sur le statut d'aumônier, puisque la question a aussi été abordée. Alors est-ce que vous pouvez déjà rappeler à nos auditeurs ce qu'est un aumônier, à quoi sert-il et où officie-t-il? Alors l'aumônerie, c'est essentiellement l'aumônerie des prisons, pour ne pas dire exclusivement, c'est l'aumônerie des prisons et des hôpitaux. L'aumônerie des armées est gérée de façon différente. On va dire qu'il n'y a pas de problème dans l'aumônerie des armées, il y a surtout des problèmes au niveau des aumôneries des prisons et des hôpitaux. Un aumônier, je ne sais pas si je prends l'exemple des hôpitaux, des prisons, peu importe, je prends un aumônier. Un aumônier, en fait, on n'a pas d'équivalent en réalité dans le monde musulman. Il n'y a pas d'équivalent d'aumônier. Même pour la traduction en arabe, on a du mal à trouver une traduction d'arabe. On s'est mis d'accord sur le mot murshid ou murshida quand c'est une femme, mais il n'y a pas véritablement, il n'y a pas cette notion d'aumônier dans les pays musulmans, dans les organisations, dans les pays où les musulmans sont la majorité. Dans l'hôpital, par exemple, l'aumônier est censé essentiellement accompagner spirituellement les malades. C'est pas seulement les malades qui sont en fin de vie. Hein. Le problème qu'on a avec les hôpitaux aujourd'hui, c'est qu'ils n'appellent les aumôniers musulmans que quand la personne elle est en fin de vie ou quelque chose comme ça. Alors que on est censé accompagner les musulmans ou les personnes qui ont des problèmes psychologiques ou qui ont été hospitalisés et qui ont besoin de cette voix d'un imam ou d'un aumônier qui vient discuter avec lui. Donc l'accompagnement spirituel. La réponse aux questions de société qui se posent à nous aujourd'hui. On va peut-être en parler une autre fois, Inch'Allah, sur
les dons d'organes, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la sédation profonde et continue. Toutes ces techniques nouvelles qui concernent les malades justement, où les familles se retrouvent parfois, ne savent pas quoi faire, et donc ils demandent à l'aumônier de les aider. Donc accompagnement spirituel, réponse aux questions d'ordre théologique, mais sociétal aussi, quand il s'agit de don d'organes, quand il s'agit de sédation profonde et continue, quand il s'agit de débrancher une personne. Voilà, les familles paniquent. Le malade, il respire artificiellement. Ensuite, les médecins décident de le débrancher. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut pas le faire? Et donc, la famille est en contact avec l'aumônier pour pouvoir les aider, les accompagner dans ces moments difficiles. Donc, son rôle est très, très important. Son rôle participe à la guérison d'ailleurs. Hein. Et l'autre rôle aussi de l'aumônier, c'est de faire comprendre aux professionnels de la santé, c'est-à-dire les malades, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Parfois, il y a des comportements qu'ils n'arrivent pas à comprendre chez le malade parce que c'est une personne âgée, parce qu'il parle pas français, etc. Et donc, ils essayent de rentrer en contact de l'aumônier pour jouer le rôle de médiateur, si vous voulez. Donc, en gros, c'est accompagnement spirituel, un rôle de médiateur, donc la médiation, réponse aux questions d'ordre théologique, voire d'ordre sociétal quand cela se pose, notamment aux familles du malade qui est hospitalisé. Et donc il n'existe pas aujourd'hui de statut de l'aumônerie musulmane? Non, pour l'aumônerie musulmane, c'est pas une histoire de statut, c'est une histoire d'organisation. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et on a fait un très grand pas. Moi, je vous dis franchement, avant c'était n'importe qui pouvait jouer le rôle d'aumônier, et notamment quand vous êtes en contact avec un prisonnier. Moi, j'ai visité des prisons, on trouve de tout dans les prisons. Et il y avait parfois des aumôniers qui n'étaient même pas au courant, qui n'avaient même pas un minimum d'informations concernant la religion musulmane. Et je me suis posé la question à l'époque, mais comment on va faire? Comment ces gens-là font pour répondre aux questions très importantes que se posent les prisonniers? Et ces dernières années, on a avancé dans ce domaine-là. Ne peut être aumônier des prisons, des hôpitaux ou même de l'armée que les personnes qui ont suivi une formation. Une formation, c'est-à-dire le DU. Il y a un DU qui a été mis en place spécialement pour cela. C'est le diplôme universitaire qui a été mis en place au niveau national par le ministère de l'Intérieur. Il y en a 25 au niveau. Le dernier chiffre, c'était 25. On en a une à Lyon, notamment à Paris. Et pour pouvoir devenir aumônier aujourd'hui, il faut absolument avoir ce diplôme universitaire qui peut être complété. Chez nous à Lyon, on le complète par un certificat dans lequel on discute de toutes ces choses-là. C'est quoi la laïcité, le droit, etc. Mais on essaye d'accompagner aussi les aumôniers dans ces domaines. On essaie de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser à des aumôniers, qui soient aumôniers de prison ou des hôpitaux. Donc il n'y a pas un problème de statut. Le problème, ce qui se passe, c'est que avant c'était le CFCM qui nommait l'aumônier au niveau national. L'aumônier national, c'était à lui de nommer des aumôniers au niveau régional. Et comme le président de la République et le gouvernement a pris la décision de ne plus travailler avec le CFCM, l'idée est de mettre en place une association, d'ailleurs, elle est en voie de création, le CNAM, une association au niveau national qui va s'occuper justement exclusivement de l'aumônerie des hôpitaux. Donc il y a un aumônier au niveau national qui nommera des aumôniers au niveau régional qui va s'occuper de la nomination des aumôniers au niveau local. Ce qui manque peut-être, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le manque de moyens. Le manque de moyens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aumôniers, et notamment dans les hôpitaux. Je vous donne un exemple très simple, un hôpital très important, deux hôpitaux très très grands et très importants dans le département du Rhône, dans lesquels il n'y a qu'un seul
2 aumôniers seulement, c'est très, 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 très insuffisant. Et ça, c'est une question d'enveloppe budgétaire. Et c'est la même question qui se pose pour les aumôneries des prisons. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'avancées qui ont été réalisées depuis quelques années. Donc, vous voulez dire que ce ne sont pas les mêmes enveloppes qui sont données? Vous voulez dire que ce ne sont pas les mêmes enveloppes qui sont données aux différents cultes sur l'aumônerie? Oui, c'est ça que vous voulez dire? Bien sûr, parce qu'il y a des cultes qui sont là depuis très très longtemps pour pouvoir donner un budget pour les cultes musulmans. Il faut attendre, il faut attendre qu'un des autres aumôniers parte ou quelque chose comme ça. Donc il y a un véritable problème effectivement donc d'enveloppe budgétaire pour l'aumônerie des musulmans, des hôpitaux et des prisons. Même si le nombre a été multiplié par 3, je pense, en l'espace de quelques années. Donc il y a un problème tout de même d'égalité devant la loi par rapport au fonctionnement et au financement. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a des informations sur le nombre d'aumôniers musulmans aujourd'hui en France et quels sont les besoins? Est-ce qu'il y a une estimation qui a été faite là-dessus? Dans les prisons, on connaît l'estimation des aumôniers. J'ai pas les chiffres en réalité. Pour les prisons, on était à 300, 400, si mes souvenirs sont bons, alors qu'on était à moins d'une centaine il y a 5, 10 ans en arrière. Donc ils ont compris, hein, parce qu'il y a c'est un véritable travail qui est fait par l'aumônier, et surtout l'aumônerie des prisons. Il y a même une histoire de déradicalisation, parce qu'on est face à des personnes qui ont fait des choses à l'extérieur, etc. Et donc, il ne faut pas mettre n'importe quelle personne en face de ces gens-là. C'est pourquoi il y avait une question de rémunération. Je pense que ça a été pris en compte. Il y a une question de formation, et notamment une formation théologique. Hein. Ouais. Je vous donne un exemple très simple. Pour les autres, qui va prendre en charge cette formation justement théologique? Pour les autres, c'est qui va la prendre en charge? Pour les autres cultes, oui, je vais revenir à cette question-là. Pour les autres cultes, les catholiques, les protestants, etc., c'est essentiellement des prêtres qui font ce travail-là. C'est essentiellement des prêtres, même s'il y a beaucoup, effectivement, de visiteurs qui ne sont pas forcément des prêtres ou des pasteurs. Mais en tout cas, ces formations sont encadrées par, notamment à Lyon par exemple, c'est l'université catholique qui s'occupait de cette formation. Pour les musulmans, le problème c'est que en réalité aujourd'hui n'importe quelle personne pourrait devenir aumônier, même si aujourd'hui, et je pense que c'est une très bonne avancée, il faut absolument pouvoir disposer d'un DU, diplôme universitaire. C'est une année de formation. À Lyon, c'est piloté par l'université catholique, l'université Lyon 2 et Lyon 3. Reste le problème de la formation théologique. La formation théologique, malheureusement, il n'y a aucune institution qui s'en occupe aujourd'hui, malheureusement. Donc, il y a un travail. C'est la même chose pour les imams. Hein. Nous devrions prendre en charge la formation théologique des aumôniers. Donc, il y a quelques expériences. La mosquée de Paris, par exemple, elle s'occupe de la formation sur le plan théologique des aumôniers. À Strasbourg, il y a une association qui a été mise en place pour la formation théologique des aumôniers. Mais en réalité, dans chaque département, il faudrait une institution qui s'occuperait spécialement de la formation des aumôneries, et notamment sur ces questions-là, les questions des dons d'organes, les questions de la GPA, la question de la PMA, auxquelles seront confrontés ces aumôniers, et donc il leur faut absolument une formation dans ce domaine. Donc on va dire. Alors autre problème, oui. Du droit, de la laïcité, etc. C'est pris en compte par la fac, par l'université, c'est le diplôme universitaire. Reste encore une fois la formation théologique et un des objectifs justement de cette association au niveau national, c'est de s'attaquer à la formation théologique des aumôneries justement, ou des aumôniers plutôt. Alors, autre problème, la question des sépultures et de l'inhumation des défunts en France. Le ministre a estimé qu'il n'était pas normal que des Français de confession musulmane soient enterrés à l'étranger et explique cette situation par l'absence de carrés musulmans dans les cimetières. Que sait-on aujourd'hui de la problématique des carrés musulmans? Par exemple, quel est le pourcentage de cimetières qui en comportent, puisque les données ne convergent pas tout le temps. Je vous donne un exemple. Au moment du Covid, le CFCM avait annoncé que sur 35 000 cimetières, seulement 600, pardon 36 000. 35 000 ou 36 000 36 000 cimetières.
Ouais, 35 000. Bon, moi j'ai 35 000, mais bon, peu importe le chiffre exact. Le président du CFCM avait estimé à l'époque qu'il y avait environ 600 cimetières qui proposaient un carré confessionnel qui respectait le rite de l'islam. Par contre, pour la plateforme Les Musulmans, qui avait fait aussi une estimation, c'était plutôt 205. Mais disons que dans les deux cas, ça reste assez insignifiant, puisque dans le meilleur cas, cela ferait 1,7% des cimetières au niveau national qui posséderaient des carrés musulmans. Donc, quelles solutions sont proposées aujourd'hui pour y remédier, justement? Fouad, est-ce que, je vais répondre à la question bien sûr, mais est-ce que je pourrais revenir sur, on a parlé de la formation des aumôniers, mais on n'a pas parlé de la formation des imams, qui est une question très très importante, hein, sur laquelle le ministre de l'Intérieur a fait quelques annonces. Il a dit qu'il allait soutenir, D'accord. il a dit qu'il allait soutenir la formation universitaire des imams, parce que nous estimons que l'imam doit avoir une double formation, une formation théologique, ça doit être pris en charge par le culte musulman, mais une formation dans les sciences humaines, universitaires, etc., académiques si tu veux, et ça pourrait être supporté par les universités, effectivement. Et donc on a lancé aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons lancé deux expériences. Le président de la République s'est engagé il y a quelques années à mettre en place un institut de formation en islamologie. C'est pas des imams, bien sûr. L'État ne peut pas former les imams sur le plan théologique. Donc, l'institut l'IFI ça s'appelle l'IFI, l'Institut français d'islamologie, a été ouvert officiellement il y a une année. Il a commencé à travailler cette année, depuis le mois d'octobre. D'ailleurs, nous les avons reçus à Lyon. Nous les avons mis en contact avec les imams qui étaient mis en place. Ils nous ont montré le programme, les enseignants, etc. Nous avons, en tout cas à Lyon, nous avons inscrit cinq imams qui étaient volontaires. Et donc nous avons de très très bons échos sur cette formation. Encore une fois, c'est une formation sur les sciences humaines, c'est une formation universitaire qui parle. Et quelle est la raison de proposer à un imam une formation en sciences humaines? Je veux dire, on pourrait dire, c'est pas le rôle d'un imam, tout comme c'est pas le rôle d'un prêtre d'être formé dans les sciences humaines, puisque lui il fait de la théologie, à moins de considérer que la théologie est une science humaine. Mais alors là, c'est un autre débat, parce que il faut parler. Quand je parle de sciences humaines, peut-être que je dirais formation universitaire ou formation académique. Nous estimons que l'imam aujourd'hui, pour officier en France, je pense, même nous, le ministre de l'Intérieur l'a dit la dernière fois, mais nous le disons depuis 20 ans pratiquement. Un imam qui officie en France doit absolument connaître le français. Je ne dis pas maîtriser, mais il doit faire passer son message en français. Un imam qui officie en France doit absolument connaître le contexte français, c'est-à-dire l'histoire, les institutions, la laïcité, etc., l'histoire de la France. Tout ça, il doit absolument le connaître. L'idée, c'est moi je le dis souvent, un islam doit avoir une double compétence, une compétence théologique, une compétence des textes et une compétence du contexte. Et dans le contexte, il doit connaître le pays dans lequel il officie, il doit le connaître. Il doit connaître ses institutions, son histoire, etc. C'est de cela dont il s'agit. La laïcité, son histoire, les raisons philosophiques, politiques qui ont conduit à cette notion de séparation, à l'apparition de la loi, à la création de la loi de 1905. Tout ça, un imam doit le connaître. Et quand je parle de sciences humaines, en fait, c'est de cela dont il s'agit. Donc l'imam doit connaître les pays dans lesquels il officie. Et donc ça, à la limite, nous pourrions nous-mêmes nous en occuper, mais on a du mal déjà à trouver des institutions qui s'occupent de la formation théologique. Et ça, c'est très, très important. Donc, beaucoup d'imams moi, je vous donne un exemple très simple. J'ai fait dans le département du Rhône. Ça, c'est un travail que nous avons fait. Sur 50 imams, on a voulu savoir, il y a combien d'imams qui ont véritablement une formation. Sur 50 imams, il n'y avait même pas une dizaine qui avaient véritablement suivi une formation théologique. C'est pas parce que, voilà, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils trouvent pas d'institutions aujourd'hui pour le faire. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de faire. Il y a beaucoup d'imams aujourd'hui qui sont inscrits via le net, le e-learning, etc., et qui peuvent faire des formations
par Zoom, etc. Il y a Château-Chinon, il y a l'IESH de Château-Chinon qui a proposé pendant longtemps quand même des formations en théologie, en jurisprudence, dans différentes disciplines. Qu'est-ce qu'il en est de cette expérience-là? Il n'y a pas eu une évaluation, un bilan qui a été tiré sur cette expérience? Si, il y a l'IESH de Château-Chinon qui fonctionne toujours d'ailleurs, l'IESH de Paris qui fonctionne toujours, il y a la mosquée de Paris qui est censée aussi proposer des formations des imams. Il y a des expériences au niveau local, Lyon, Strasbourg, etc. Il y a beaucoup d'instituts qui proposent des formations. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous essayons. Pourquoi le problème ne se pose pas chez les chrétiens, par exemple, ou chez les juifs? Parce qu'il y a une seule institution dans laquelle se forment les prêtres ou les rabbins. Nous, ils se forment à l'étranger, ils se forment à droite, ils se forment à gauche, etc. On s'est pas mis d'accord sur quelle formation pour un imam de France. Chacun, il fait un travail intellectuel pour arriver à une conclusion. L'idée, c'est d'essayer. Je sais que c'est difficile. Et c'est pourquoi je parle pas beaucoup de la formation. On est sur la statut des imams. Aujourd'hui, vous allez consulter les uns et les autres. Ils n'ont pas tous le même programme, les mêmes objectifs, etc. Donc, l'idée, peut-être, c'est de se mettre d'accord sur un programme, sur ce que l'imam devrait avoir comme formation pour pouvoir officier dans les mosquées. Et donc, nous estimons qu'un imam doit avoir ce double cursus, cette double formation, la formation théologique, encore une fois, qui doit être supportée par les musulmans, ce qui est difficile, ce qui est très très difficile, parce que le problème est surtout financier, et cette formation universitaire qui pourrait être supportée justement par l'université. Alors maintenant, voilà, on revient sur cette question cette fois-ci de l'inhumation des musulmans en France, donc la question des sépultures, la question des carrés confessionnels. Voilà, donc voilà, quelles solutions ont été proposées? Donc je vais vous reposer la même question. Quelles solutions ont été proposées pour remédier à ces problèmes avec un nombre insignifiant à l'échelle nationale, puisqu'on parlait d'1,7% de cimetières qui comportent des carrés confessionnels. Qu'est-ce qui a été proposé pour remédier à ça? Alors, le ministre de l'Intérieur s'est engagé à prendre contact avec l'association des maires, l'AMF, l'association des maires de France. Moi, je pense que c'est une très très bonne idée. Moi, je demande à rencontrer. Enfin, j'aurais voulu être invité par cette association des maires de France pour leur expliquer ce qu'est les carrés musulmans, pourquoi on a besoin de carrés musulmans, etc. Bref, le ministre de l'Intérieur s'est engagé à faire un travail là-dessus parce que, comme tu le dis, il y a un vrai manque. Je donne l'exemple du département du Rhône, par exemple. Le département du Rhône, dans lequel il y a à peu près 300 000 Français de confession musulmane, hein. Et nous disposons, dans le département du Rhône, d'une douzaine de carrés musulmans, ou d'espaces réservés. Même dans l'appellation, il y a un problème. Il y a certaines préfectures qui ne veulent pas utiliser, au nom de laïcité, qui ne veulent pas utiliser le terme carré musulman. Ils préfèrent utiliser le terme espace réservé. Mais passons, c'est pas ça le problème. Le problème qu'on a, c'est que, on a eu des rencontres avec la métropole, on a eu des rencontres avec la mairie de Lyon et les autres mairies, en tout cas ceux qui nous le demandent. La majorité ou la grande majorité de ces carrés musulmans sont aujourd'hui sont remplis. Il y a plus de. Je demande Villeurbanne par exemple, c'est une ville de 150 000 habitants. Il n'y a plus de carrés musulmans depuis 3 ans. Vous imaginez? Moi, ce que je reproche aux musulmans de ne pas faire leur travail. Parce que pour que la mairie mette en place un carré musulman ou décide l'extension d'un carré musulman, il faut qu'elle ait une demande. Il faut que les musulmans bougent pour pouvoir avoir un carré musulman. Et c'est ce que nous disons aux responsables des mosquées dans toutes les villes. Si vous ne faites pas la demande, qui va faire la demande? Donc il y a une histoire de demande, effectivement. Nous avons rencontré les responsables de la mairie de Villeurbanne qui ont mis à notre disposition, il y a une année, 800 mètres carrés
dans un nouveau cimetière, et donc ils sont en train de préparer le carré musulman, et bientôt on aura 200 sépultures. Ça reste très insignifiant en réalité, effectivement, et tu as raison de le signaler. Je voudrais juste dire que dans les 36 000 communes, il n'y a pas forcément des musulmans. Tu sais, la question se pose, quand est-ce qu'on sait qu'il faudrait un carré musulman ou pas? Le facteur déterminant qui nous permet de dire qu'il nous faut un carré musulman dans une commune, c'est la présence d'une mosquée. S'il y a une mosquée, s'il y a un lieu de culte musulman, c'est que forcément il y a des musulmans et que ces musulmans devraient pouvoir disposer d'un carré musulman. On a eu de grandes discussions, nous, en tout cas dans le département du Rhône, avec les services de la métropole qui ont pris la décision de mettre en place un troisième cimetière dans lequel ils ont décidé de mettre en place un carré musulman. Mais nous avons eu beaucoup de rencontres aussi avec les responsables de la mairie de Lyon. La mairie de Lyon, c'est 9 arrondissements. Et dernièrement, avec Monsieur Captan, qui est le président du conseil des mosquées du Rhône, nous avons ouvert 3 carrés musulmans. Enfin, nous avons décidé, enfin nous, c'est pas nous, c'est la mairie de Lyon, le service funéraire, avec notre contact, ils ont pris la décision d'ouvrir 3 carrés musulmans. Donc, pour répondre directement à ta question, le nombre de carrés musulmans est insignifiant. 2, il y a beaucoup de mairies qui ne veulent pas, pour X raisons. Je vais vous faire une confidence. Une fois, j'étais président du conseil régional du culte musulman. C'était 2005, entre 2005 et 2010. À l'époque, j'avais envoyé un courrier à toutes les mairies dans lesquelles on estimait qu'il devrait y avoir un carré musulman. C'était dans la région Rhône-Alpes à l'époque. J'avais reçu une réponse à l'époque d'une commune qui est dans la Haute-Savoie. Et le maire m'a répondu en me disant, à l'époque, on est en 2007-2008, peut-être un petit peu moins, en tout cas entre 2005 et 2010. Il m'a répondu à l'époque, je vous jure que je l'avais reçu comme ça, le maire qui écrit ça, je ne peux pas mettre en place, la loi du 15 mars 2004 m'empêche de mettre en place des carrés musulmans. La loi du 15 mars 2004, vous savez c'est quelle loi ça? C'est la loi sur le voile qui a interdit les signes religieux. Donc c'est n'importe quoi. Et qui était une loi qui a été votée contre le voile, hein, au niveau du contexte, des circonstances sociales et politiques. C'est quoi on est en train de parler du fait que les musulmans puissent être enterrés, inhumés dignement. Il me sort, je pense qu'il n'est même pas, je sais pas, bon bref, j'ai jamais compris pourquoi il a répondu comme ça. Mais beaucoup de mairies qui sont comme ça et qui ne veulent pas en parler, et c'est pourquoi nous avons besoin, encore une fois, de l'aide de l'État qui nous mettra en contact avec l'Association des maires de France pour avancer. Sachant que nous avons fait un effort extraordinaire d'adaptation. En réalité, peut-être je vais choquer certains imams en tout cas. Moi, je vous donne un exemple très simple. La mairie de Villeurbanne m'a demandé de définir l'orientation. Donc, nous sommes partis 3 imams, on a défini l'orientation. Ensuite, ils nous ont dit, si on suit cette orientation, on va perdre peut-être 40 ou 50 sépultures. On va passer, si on suit l'orientation actuelle, on aura 140, on aura 240 plutôt. Si on respecte l'orientation musulmane, on va passer à 140. On va perdre, à l'époque, on devait perdre jusqu'à 60. Ils m'ont dit, est-ce qu'il y a un effort à faire? Donc moi, j'avais ouvert une discussion avec les imams. Est-ce que nous devons respecter scrupuleusement l'orientation de la Qibla ou est-ce qu'on peut dévier de quelques degrés, de quelques dizaines de degrés? Et à l'époque, les imams, ça les intéressait pas de répondre à ces questions-là. Moi, je leur ai dit, quand il s'agit d'une question sur le Mawlid, il y a une centaine de commentaires, mais quand il s'agit de répondre à cette question extrêmement importante, personne ne répondait. Et ensuite, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, ils savaient pas répondre à cette question-là. Alors c'est ça. Les imams de France devraient travailler sur ces questions, sur les questions de bioéthique, sur les questions de société, sur les questions d'inhumation. Et donc, j'étais obligé, avec d'autres, de faire ce travail-là. Et il y a des imams qui m'ont répondu effectivement au niveau national. Et on était peut-être arrivé à la question,
que c'est là où j'ai dit que peut-être je vais choquer quelqu'un de certains. On a dit nous sommes obligés de respecter l'orientation de la Qibla quand on est en Arabie Saoudite, quand on est à la Mecque, et plus on s'éloigne de la Mecque, et c'est plus une djihad qu'il faut, c'est une direction qu'il faut orienter, et que j'ai trouvé des fatwas qui disaient que on pouvait aller jusqu'à 30 degrés à peu près, et ça nous a permis de trouver une solution et de ne pas perdre beaucoup de sépultures. Et je pense que le travail des imams, c'est aussi cela, Inch'Allah. Alors c'est une vraie problématique, hein, parce que même pour les communes, plus le temps passe, plus le nombre de décès forcément augmente, et donc la question de la superficie des cimetières et de la place qu'elle prend au sein d'une commune qui elle est limitée dans un territoire. Donc ça c'est une vraie problématique. Mais je voudrais aborder avec vous d'autres raisons aussi. L'autre proposition que nous avons faite, c'est que rien ne s'oppose à ce qu'il y ait des caveaux. Moi, j'ai entendu des gens haram que non, il y a un travail qui a été fait par les savants musulmans sur ces questions-là. Il faut revenir sur les fatwas qui existent. Fatwa, c'est pas une, parce que je sais pas qui nous entend, mais une fatwa, c'est pas une condamnation à mort. Hein. Une fatwa, c'est un. Oui, c'est un avis juridique. C'est un avis juridique circonstancié, c'est-à-dire qui tient compte des réalités, etc., etc. Et donc, il y a eu des fatwas qui ont été faites, qu'on peut utiliser effectivement des caveaux et qu'on peut enterrer jusqu'à 3-4 personnes dans le même temps, mais il n'y a pas de problème. Moi, à l'époque, quand je me suis intéressé à cette question-là, j'ai remarqué que dans les pays arabes, juste à côté, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, au bout de 40 ans, ils utilisaient les tombes. Ils récupéraient les ossements, ils les mettaient de côté, ils utilisaient les tombes. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est un manque de place, effectivement. Mais justement, Hazim Gassi, j'avais des précisions à vous apporter. Enfin, une question complémentaire. Souvent, quand on discute avec les fidèles, parfois d'autres raisons sont avancées pour expliquer l'inhumation à l'étranger et qui n'ont pas été verbalisées, en tous les cas, dans le cadre du Forif, en tous les cas, dans le cadre des discours publics qui ont été tenus dans les groupes de travail. Ça, je ne sais pas. Donc, par exemple, certains avancent enfin, j'allais dire le non-respect, ou en tous les cas le fait que le rite d'inhumation aujourd'hui, enfin les conditions d'inhumation ne respectent pas le rite musulman, puisque le défunt de manière traditionnelle est enterré alors rapidement déjà, de préférence le jour même, et dans un linceul et pas dans un cercueil. Donc ça c'est un élément. Et ensuite un autre élément qui est avancé aussi pour l'inhumation à l'étranger, c'est le fait que l'inhumation en France c'est une location que vous devez payer toute votre vie. C'est-à-dire vous devez payer la location de l'emplacement. Et donc on a une réflexion même sur le caractère de la sacralité, puisque d'une certaine manière certains se disent que même dans la mort le système capitaliste vous poursuit et que vous poursuit vos descendants. Si vous ne payez pas, on déterre la sépulture, et donc il y a une perte de sacralité dans cette approche-là. Est-ce que vous discutez, alors qu'est-ce que vous en pensez déjà, et est-ce que vous discutez de ces problèmes en commission? Il y a un autre problème qui est avancé par ces mêmes personnes, c'est l'incinération, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, si la famille ne paye pas, la mairie, c'est vrai, le droit, le français lui permet, le maire, il peut récupérer les ossements et les passer, et les incinérer, effectivement, si la famille ne paye pas, effectivement. Mais je vous rassure, ça n'a jamais été fait. Pour répondre aux questions. Alors, on est en train de parler du droit français. Ça, c'est pas seulement pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Le cercueil est absolument indispensable. Et donc, nous avons fait une avancée. Donc, puisque la loi l'exige, nous devons respecter la loi et devons donc utiliser un cercueil. Et la question ne se pose pas aujourd'hui, hein, parce que ça concerne tout le monde. Et c'est pas seulement pour les musulmans. La deuxième chose que tu avais avancé, les linceuls, etc., il n'y a pas de problème. En fait, tout est respecté dans l'inhumation aujourd'hui, c'est-à-dire la prière, la toilette mortuaire, la prière à la mosquée, etc. La seule exigence pour nous, c'était l'orientation. C'était l'orientation, effectivement, il y avait des mairies qui ne respectaient pas les orientations et qui faisaient comme ils le voulaient, qui ne consultaient pas les musulmans. Aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, toutes les mairies
quand il s'agit de mettre un carré musulman, il rentre en principe en contact avec les responsables musulmans. Il y a un groupe d'imams qui prend sur place et qui donne l'orientation, etc., etc. Si ça se fait pas, le problème c'est pas la mairie, encore une fois. Moi, ce que je reproche aux musulmans, aux responsables musulmans qui ne font pas leur travail. Quant à l'incinération, on a trouvé une autre solution. Et la décision a été prise, si mes souvenirs sont bons, on avait discuté avec le ministère de l'Intérieur à l'époque, c'était en 2007 ou 2008, la notion d'ossuaire musulman. C'est-à-dire que je voudrais d'abord revenir sur le prix. Vous savez combien ça coûte un rapatriement de corps aujourd'hui? Ça coûte combien? De Paris. Je ne sais pas combien ça coûte à Paris, mais à Lyon, ça coûte autour de 3 000 €. Le rapatriement des corps des défunts. 3 000 €. À Paris, je ne sais pas combien ça coûte, c'est peut-être autour de 4 000. En tout cas, c'est à 3 000. Vous savez combien coûte une concession pour 15 ans à Lyon? Avant Velin, ça coûte 300 €. 300 € pour 15 ans. C'est-à-dire, si vous faites pour 30 ans, ça va vous coûter 600 €. À Villeurbanne, ça coûte 500 € pour 15 ans. C'est-à-dire, si vous faites pour 30 ans, ça va vous coûter 1000 €. On est loin. Il y a aucune espèce de comparaison avec la concession, le coût et le rapatriement. Le rapatriement, il y a certaines personnes qui le décident et je comprends. D'ailleurs, le rapatriement, on l'estime toujours à 80-20. Il y a 80% de rapatriement et 20% de personnes qui aiment être enterrées ici en France. Mais les raisons sont ailleurs. C'est essentiellement les personnes âgées, etc., qui ont beaucoup d'attaches avec leur pays d'origine et qui préfèrent être enterrées dans leur pays d'origine, en Algérie, en Maroc et en Tunisie essentiellement. Mais il y avait aussi la peur de l'incinération. La touche à la sacralité dont tu as parlé tout à l'heure, que va devenir mon corps au bout de 30 ans si mes enfants ne payent pas la concession? Et c'est de cela dont il s'agit. Donc, ce que nous avons proposé aux maires, c'est à chaque fois que l'on crée un carré musulman, on met un ossuaire. Un ossuaire, c'est quoi? C'est qu'on récupère les ossements au bout de 30 ans, on récupère les ossements, on les met dans un petit cercueil, si tu veux, ça s'appelle un reliquaire, ça fait 60 centimètres, 60 sur 30 centimètres à peu près, on récupère les ossements, on les place dans les ossuaires, et les mairies ont accepté, toutes les mairies avec lesquelles on a discuté, ils ont accepté cela. Encore une fois, c'est à nous de faire ce travail-là. On peut pas dire qu'ils font rien du tout alors qu'on n'a jamais fait quelque chose pour qu'ils le fassent. On essaye de trouver des solutions. Maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est un soutien. D'ailleurs, nous, on sommes rentrés en contact avec la préfecture depuis le Covid, pour qu'ils nous aident, pour qu'ils discutent avec les maires, pour les pousser à ouvrir des carrés musulmans dans les communes dans lesquelles il y a notamment une mosquée. C'était l'indicateur, la présence d'une mosquée, c'est le facteur qui indiquait qu'il fallait absolument un carré musulman, même si aujourd'hui, il y a la notion de carré communautaire aussi. Quand vous avez une métropole, vous faites un carré musulman, il est ouvert à toutes les communes qui font partie de cette métropole. Alors sur le fond du Forif maintenant, Azine Gassi, un temps d'échange critique tout de même, puisqu'il existe certains gros problèmes qui ne sont pas évoqués en tous les cas, et d'ailleurs on peut se demander s'ils pourraient être évoqués à la fois par l'État ou par les acteurs engagés dans le Forif. Ces problèmes constituent ce qu'on pourrait peut-être appeler les angles morts du Forif. Alors je vois au moins deux problèmes, on va les traiter dans l'ordre. Le premier problème est celui de la confiance, qui doit être la base des relations entre l'État et les musulmans de manière générale, ou le culte musulman en particulier. Or nous savons tout de même que la base de cette relation n'est pas tout à fait la confiance, mais plutôt la méfiance. L'État, semble-t-il, n'a pas tout à fait confiance dans le culte musulman et on pourrait peut-être même dire n'a pas tout à fait confiance dans les musulmans en général, tout comme les musulmans, semble-t-il, n'ont pas tout à fait confiance en l'État. Alors je vais m'expliquer sur ce que j'entends par là. Cette absence de confiance réciproque n'est pas le fait d'une opinion ou d'une vue de l'esprit. Elle peut être jusqu'à un certain point, elle est objective, c'est-à-dire elle se manifeste dans des réalisations concrètes et institutionnelles. Elle se manifeste par exemple dans le vote de la loi séparatisme qui a visé les musulmans, c'est incontestable. Elle se manifeste également par certains symboles, comme la fermeture régulière d'établissements musulmans par l'État ou les services de l'État, le lycée Averroès qui représentait tout de même un symbole de la réussite scolaire musulmane en France,
en est le meilleur exemple, puisqu'il a été fermé. Pour beaucoup, ça a été jugé de manière arbitraire, étant donné que les raisons invoquées sur le fond ne suffisent pas à justifier cette fermeture. Et avant cette fermeture, la région Hauts-de-France avait bloqué, on s'en souvient, les subventions d'État qui revenaient de droit à cette école. Même chose pour Collège Avicenne. Hein. Aujourd'hui, c'est le Collège Avicenne qui est dans le viseur. La ministre de l'Éducation a annoncé récemment sa volonté de fermer l'établissement. On se souvient également de la fermeture de plusieurs mosquées qui avaient parfois été contestées en justice. Donc tout ça pour arriver au climat dont que vous avez évoqué très rapidement au début de cet entretien, un climat de méfiance, de peur. Vous parliez de peur, et il est vrai aujourd'hui que beaucoup de musulmans se sont brutalisés, il faut bien le dire, par les institutions publiques. Un climat de peur réel plane sur les imams, et les associations musulmanes subissent parfois des pressions des préfectures, voire même des services de renseignement. Dans ce climat et dans ces conditions, comment les acteurs musulmans du Forif peuvent-ils bâtir une relation de travail, je dirais authentique, avec l'État si la confiance mutuelle n'est pas au rendez-vous? Alors oui, moi, écoute, qu'il y ait des fermetures abusives, bien sûr. Moi, j'ai pas compris. Ces derniers temps, nous avons appris qu'il y a 5 écoles de langue arabe et d'éducation islamique, dont des mosquées qui ont été fermées dans le Gard, là où l'imam Mahjoubi, notamment là où l'imam Mahjoubi officiait, justement. Moi, j'ai voulu savoir ce qui s'est passé. Donc, mais c'est ça, un véritable musulman, c'est ça, c'est ce qu'il devrait faire. Il devrait chercher vis-à-vis de la préfecture, parce que notre interlocuteur, c'est la préfecture. On devrait savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on essaye de contacter les personnes qui sont sur place et on a un contact pour avoir de vraies réponses à ces questions-là. Alors, la personne qui était moi je connais pas une mosquée que je connaissais pas, il dit que un jour, un samedi, ils ont débarqué, les services de la préfecture, du rectorat, du service départemental de la jeunesse, etc. Moi, j'ai pas compris ce que le rectorat faisait. C'était une découverte pour moi. Pourquoi le rectorat vient dans une mosquée dans laquelle il y a une école de langue arabe? Je parle pas de lycée, de collège, etc. Je parle de langue arabe et d'éducation islamique. Ensuite, j'ai appris par la suite que ça concernait l'accueil des mineurs. L'accueil des mineurs, il y a une loi qui est passée en 2021 justement. Depuis 2021, toutes les institutions qui accueillent les mineurs doivent répondre à des conditions draconiennes. La loi, elle est simple, hein. Les mineurs sont sous la protection du préfet. Et le préfet délègue cette responsabilité au rectorat et au service départemental de la jeunesse, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas toutes les réponses à des questions, mais quand on vient dans une mosquée, si la mosquée accueille des mineurs, il faut absolument qu'ils répondent à un certain nombre de conditions. C'est-à-dire que on doit connaître le nombre d'enfants, on doit connaître leur nom, on doit connaître les encadrants, on doit connaître ce qu'ils ont comme diplôme. Et c'est pas seulement pour les musulmans, je parle de toutes les structures, toutes les institutions qui accueillent des mineurs. Ils doivent avoir un programme, qu'est-ce qu'on leur fait, qu'est-ce qu'on leur enseigne, ces gens-là, et ils doivent avoir aussi jusqu'à un casier judiciaire pour les intervenants. Avec tout ce qu'on a vécu en France depuis quelques années, c'est tout à fait normal. Alors, moi j'ai posé la question, est-ce que ça concerne juste les musulmans ou ça concerne tous? Ça concerne tous. Ça concerne tous. Tout le monde, même n'importe quoi, les scouts quand ils vont à l'extérieur, etc., ils doivent répondre à certaines questions. Est-ce que l'école de langue arabe et d'éducation islamique doit répondre à ces exigences? Quand l'école tourne en même temps que l'école, c'est-à-dire que les enfants ils vont à l'école primaire, au collège ou quelque chose comme ça, et que le week-end, c'est-à-dire en général le mercredi, le samedi et le dimanche, ils viennent à la mosquée, il n'y a pas de problème. Mais si pendant la période scolaire, la mosquée ou l'institution accueille des mineurs, il faut absolument qu'ils répondent à ces exigences. Alors on va dire, franchement, Fouad, si on respecte ça, toutes les écoles dans les mosquées devraient se fermer.
devraient être fermées, et notamment si les écoles sont ouvertes pendant les périodes scolaires. Hein. Donc c'est ça, il y a un certain nombre, on dirait que c'est abusif peut-être ou quelque chose comme ça, mais il y a un certain nombre. Mais il y a le sentiment d'un acharnement parce que il y a la question d'application même de la loi. La loi est drastique, vous l'avez dit, mais est-elle appliquée de manière égalitaire sur tous les cultes, les écoles confessionnelles juives, catholiques, protestantes, etc. Deuxièmement, même s'il y a des écarts parfois, étant donné le caractère drastique de la loi avec certains établissements, ça justifie pas pour autant une fermeture. C'est-à-dire l'établissement pourrait se mettre en conformité avec la loi et laisser l'école ouverte. Mais là, on assiste quand même beaucoup de musulmans ont le sentiment d'un acharnement aujourd'hui en France et il y a un climat de peur. Donc dans ce contexte-là, puisque aujourd'hui même on parle de ça et aujourd'hui il y a des annonces de fermeture qui sont faites. Donc dans ce contexte-là, comment les cadres musulmans qui travaillent au sein du Forif et avec comment dire des différentes personnalités, enfin différents responsables de l'État peuvent instaurer un climat de confiance qui est nécessaire justement pour que les objectifs annoncés par le Forif puissent aboutir. Pour vous dire justement, la réunion du 26 de lundi dernier avec le ministre de l'Intérieur, c'est avec le ministre de l'Intérieur. Hein. Nous avions fait une réunion de 10h du matin, de 10h30 jusqu'à 17h. Hein. On était en réunion. Et pendant les réunions, quand on est avec les responsables du ministère de l'Intérieur, moi-même, j'ai posé cette question. C'est pour dire qu'il n'y a pas de tabou. J'ai posé la question sur la fermeture d'un certain nombre d'écoles de langue arabe et d'éducation islamique. Et aujourd'hui, il y a une certaine peur qui s'est installée dans les mosquées. Moi, je reçois des appels de tous les côtés. Mais c'est quoi ce truc-là? Essaye de te renseigner, etc. Et je leur ai dit que je vais aller à Paris, que je vais demander la réponse. Le problème, c'est qu'on n'a pas de réponse en réalité. Hein. Maintenant, ni de la préfecture, ni du service du BCC. Et je les ai interpellés sur ça. Il y a une certaine peur qui s'est installée chez les imams, dans les responsables des mosquées, et qu'il faut absolument qu'on ait un interlocuteur vers qui nous tourner quand on a ce type de questions. Parce que souvent, la préfecture ou les préfectures disent ça nous dépasse, on ne sait pas exactement. Enfin, ils contactent le BCC. Le BCC lui-même ne peut forcément pas donner de réponse à ces questions-là parce qu'elles sont nouvelles. Et qu'est-ce que ces questions-là, c'est très souvent, il faut le dire, c'est des décisions politiques et que ça n'a rien à voir avec le respect des... Donc, ce que je peux dire, moi, c'est que dans les mosquées, les gens sont conscients de ce problème-là, et notamment des ACM, c'est-à-dire l'accueil des collectifs des mineurs, et les mosquées, ils font tout pour se conformer aux exigences que pose la préfecture. Moi, ce que je demanderais aux musulmans, c'est d'avoir un contact avec les préfectures. Il y a des mosquées qui n'ont de contact ni avec les mairies, ni avec la préfecture, ni au service de l'État, ni rien du tout. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Ben, le problème, mais s'il n'y a pas de confiance, et quand vous avez des responsables d'associations musulmanes qui ont une carte de résidence, je vous dis des choses très prosaïques que vous connaissez bien, hein, vous êtes sur le terrain, vous êtes responsable d'une association musulmane, vous avez une carte de résidence de 10 ans, vous connaissez le climat politique en France, qui est un climat qui repose sur l'intimidation, la peur, la pression, etc. Vous n'avez pas envie, vous sentez pas en confiance pour aller voir la préfecture et lui poser des questions. Enfin, j'essaye de me mettre à la place d'un responsable d'association. Oui, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord? Aujourd'hui, oui, mais depuis 20 ans, on a ce problème-là. Depuis 30 ans, on a ce problème-là. Et c'est pas un problème de confiance où il n'y avait pas d'expulsion il y a 20 ans en arrière. C'est rare qu'on avait une expulsion. Mais cela étant, c'est très rare de trouver dans des mosquées des contacts. Je parle pas des grandes mosquées, les petites mosquées. C'est pas dans notre culture, c'est pas dans notre mentalité. Peut-être parce que ceux qui étaient à la tête des institutions, c'est des personnes qui viennent de nos pays d'origine et qu'on passe ces cultures, ce travail. Et ils pensent qu'il est dans la mosquée. Il faut s'ouvrir un petit peu plus, avoir un contact avec la préfecture pour pouvoir discuter de ces problèmes-là. On a l'impression que on peut pas poser ce type de questions. Moi, j'ai posé cette question
au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas le ministre, c'est les autres personnes. Mais je l'ai dit, il y a une certaine peur qui s'est installée dans les mosquées. Il y a des choses qui se font au niveau national. On ne comprend pas les raisons. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe et comment on travaille, etc. Et leur réponse est ça. Prenez contact avec les services de la préfecture. Et quand les services de la préfecture ne peuvent pas vous répondre, adressez-vous à nous au niveau national et on essaiera de vous trouver une solution. Cela étant dit, moi je suis d'accord avec toi. Il y a des choses que moi-même je comprends pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont injustes. Je pense qu'il y a des choses qui sont prises surtout sur le plan politique et qu'on a installé un climat de peur au sein des imams notamment. Tu sais, ce qui se circule au sein des imams aujourd'hui, c'est qu'on leur demande si tu n'es pas français, c'est pas la peine de faire le prêche. Et les imams sont complètement dépassés parce que ils nous disent quand on fait des erreurs, on nous tombe dessus, mais pendant des années, personne ne vient nous chercher. Personne ne vient nous dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, et s'intéresser des problèmes, etc. Donc voilà, il y a des problèmes qui se font chez les autres, il y a des décisions qui relèvent essentiellement de la politique, et notamment la fermeture des écoles. Je rappelle que il y a au niveau c'est juste une comparaison, on estime à peu près à plus de 8600 ou quelque chose comme ça, écoles catholiques, protestantes, etc. Les écoles juives sont estimées, les derniers chiffres que j'avais, c'est autour de 276, quelque chose comme ça, et que les musulmans disposent aujourd'hui d'à peine 4 écoles qui sont financées par l'État et qui ont signé un contrat pour l'État, et on parle de 4 écoles ou 5 écoles pour une population estimée à 6 millions au niveau national. Donc on est loin il y en a pas beaucoup, même si moi personnellement je suis pas pour ces écoles-là, parce que je suis enseignant et que j'incite les musulmans à aller dans les écoles publiques, mais c'est un droit, comme on donne ce droit aux autres cultes, on devrait donner ce droit aux cultes musulmans, à condition d'être respectueux des lois de la République, bien sûr. Alors un autre problème sur ces angles morts du FORIF concerne la question de la laïcité, puisqu'on a quand même le sentiment qu'on assiste à une violation flagrante de la laïcité. Alors je rappelle, c'est quoi la laïcité? C'est un principe politique et juridique qui établit la séparation des régimes politiques et religieux. C'est-à-dire que les institutions religieuses sont appelées à faire preuve de neutralité sur le plan politique, de ne pas s'engager politiquement, par exemple sur les considérations électorales, et l'État, de son côté, ne doit pas s'ingérer dans le culte, dire ce qui relève du culte ou ce qui ne relève pas du culte, et respecter la liberté religieuse des fidèles dans les limites fixées par la loi. Or, il semble assez évident que l'État a violé ce principe de laïcité en participant activement à la mise en place du FORIF, en intervenant à différents niveaux, dans le cadre du travail, ou par exemple, pour prendre un autre exemple, en ayant écarté préalablement le CFCM, quoi qu'on en pense d'ailleurs, effectivement le CFCM a un bilan qui relève de l'échec complet, mais je dirais que la question n'est pas là, c'est plutôt sur le principe. Et donc la laïcité n'est pas respectée dans ce contexte-là. Alors une fois encore, je vous repose cette question, Razine Gassi, comment peut-on faire confiance à des décideurs politiques qui imposent un cadre aux décideurs religieux, puisque la laïcité dans son volet politique et juridique est imposée à tous en France, mais qui eux-mêmes ne respectent pas tout à fait ce cadre. Est-ce que vous partagez cette critique? Pas totalement. Moi, dans le sens où, historiquement, la mise en place d'une instance représentative de l'islam de France est apparue en 1989. À l'époque, parce qu'il y avait pour la première fois l'affaire du voile, justement, une petite fille collégienne qui est venue dans une école vêtue d'un voile, et c'était un triple choc, j'ai dit. C'était un choc pour les musulmans, parce que les musulmans de l'époque, ils ont découvert pour la première fois le voile. Est-ce que c'est une obligation ou pas obligation? Et en France, on ne savait pas qui décidait. Il n'y avait pas d'instance théologique pour répondre à ces questions-là. C'était un choc pour les Français de façon générale parce qu'ils ont découvert qu'il y avait des millions de musulmans qui vivaient ici, qui sont des Français comme eux, et qui étaient là pour rester ici parce que ils sont nés ici et qui sont des citoyens comme eux. Et c'était un choc aussi pour l'administration, je parle des préfectures, parce que pour discuter de ce problème à l'époque, ils n'avaient pas avec qui discuter, il n'y avait pas une instance, une structure qui représente l'islam et qui parle au nom des musulmans
comme c'est le cas pour les juifs, les chrétiens et les etc., etc. Et vous savez à l'époque avec qui on a discuté? On a discuté avec le roi du Maroc, Hassan II, parce que les collégiennes étaient d'origine marocaine, parce qu'à l'époque, il y avait cette gestion de l'islam. Elles étaient turques, je crois. C'était l'affaire de Creil. Ouais, C'était l'affaire de Creil. Elles étaient turques. Il y avait deux. Enfin, elles étaient d'origine turque. Non, il y avait deux en fait. Il y avait des Turcs, mais à l'époque, enfin ça a fait moi je me rappelle même le roi du Maroc qui avait intervenu directement sur Rontando à l'époque, etc. Bref, c'est ça qui a fait que ils ont pris la décision de mettre en place. Certes, il y avait la mosquée de Paris. Bon, mais la mosquée de Paris, bon bref, à l'époque. Ça a donné le Corif sous Pierre Joxe, c'est ça? Oui. C'était le Corif. Bon, avant le Corif, oui, ça a donné le Corif, effectivement. C'était du temps de Pierre Joxe, effectivement. Ensuite, Pasqua est arrivé par la suite, dans les années 90. Et ensuite, c'était Chevènement, effectivement, Chevènement qui avait décidé de mettre en place ce qu'on appelait l'istishara, c'est-à-dire la consultation, L'Istishara, ouais. qui a abouti fin des années 90, au début des années 2000, qui a abouti à la création du CFCM en 2003. Création du CFCM. Ouais, 2002, ouais, 2003. En 2002-2003, à Paris, en présence du Premier ministre à l'époque, Raffarin, et du ministre de l'Intérieur, Sarkozy, etc., et Jacques Chirac, etc., le président de la République. On attendait, c'était un événement international. Et on a mis beaucoup de nos rêves, en tant que moi j'étais très jeune à l'époque, mais je faisais partie du CFCM à l'époque, mais c'était un rêve qu'attendait tout le monde. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 2003 jusqu'à 2023, absolument rien n'a été fait. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Tous les dossiers que j'ai ouverts aujourd'hui, sur lesquels on a discuté, c'était dans les objectifs du CFCM. Rien n'a été fait. Et on est arrivé à la conclusion aujourd'hui que, malheureusement, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, il en a parlé. Il a fini son allocution, dit, pour finir, je vais parler de l'organisation des musulmans, ou plutôt, je reprends ces mots, ou plutôt de la désorganisation des musulmans que... Oui, le mot a été dit, effectivement. Il a appelé il a dit, ce serait peut-être l'occasion pour les musulmans de s'organiser en structure au niveau national, etc. Et il a dit, je reprends ce mot, j'aimerais que le mot forum devienne Fédération des musulmans de France. Alors, vous m'ôtez de la bouche la dernière question, hein, mais vous pouvez y répondre maintenant si vous voulez. Voilà. Et donc, j'allais vous poser cette question. Moi, j'étais pas contre, je suis pas d'accord avec j'étais pas d'accord avec cette façon de voir les choses, parce que moi, je reste à Lyon, dans le département du Rhône, on reste solidement attaché à cette départementalisation. C'est-à-dire qu'il faut structurer l'islam au niveau départemental, parce que c'est là où il y a toutes les questions dont on a parlé aujourd'hui, les aumôneries, les imams, les carrés musulmans, etc., etc. Il faut réussir la structuration au niveau départemental, parce que les mosquées se connaissent, sont proches, même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, elles peuvent construire ou mettre en place des projets ensemble, ensuite remonter. Là, on a l'impression que, voilà, c'est au niveau national, ensuite, au niveau, on descend. Moi, j'ai ouvert la discussion avec des responsables du ministère d'État. Je dis, moi, je suis pas d'accord, on est contre l'émergence d'une structure qui émane du national. C'est plutôt l'inverse. Il m'a dit, non, mais c'est ce qu'il voulait dire. Peut-être que vous l'avez... Non, j'ai dit, je comprends le français quand même. Forum, fédération. En fait, il m'a dit ce que voulait dire le ministre de l'Intérieur, c'est qu'il y a, au niveau départemental, il y a 40 conseils des mosquées. Il disait, ce qu'il voulait dire dans sa tête, c'est que la structure ou l'instance représentative de l'islam de France devrait émaner de ces 40 conseils de mosquées qui se trouvent au niveau des départements. Et là, je suis totalement d'accord avec ça, parce que l'idée, c'est ça, mettre en place un maximum de conseils de mosquées au niveau des départements, voire de conseils des imams, ensuite remonter au niveau national pour mettre en place une structure au niveau national. Mais les questions que tu as suscitées tout à l'heure restent totalement posées. Il y a des abus, il y a des injustices parfois, et parfois il y a des décisions qu'on n'arrive pas à comprendre, effectivement. Pour vous, Razdine Gassi, le fait que la laïcité ne soit pas pleinement respectée dans cette affaire, puisque l'État joue un rôle actif, là il ne s'agit pas de dialogue, hein, parce on dit que même si l'État ne reconnaît pas les cultes, il les connaît et il entre en interaction avec eux, et ça c'est tout à fait normal, hein, dans n'importe quel cadre étatique, c'est une réalité, mais on a eu le sentiment que ça allait quand même plus loin que ça. Pour vous, cet interventionnisme,
il se justifierait donc par l'immobilisme, l'échec du CFCM, donc de 20 ans d'inaction, d'immobilisme et de conflits publics entre les différentes fédérations et mosquées liées à des États étrangers. Pour vous, donc, cet interventionnisme, il se justifierait par cet échec des clercs musulmans. En grande partie. Le CFCM, maintenant, il a le droit de s'organiser s'il le veut, etc. Ah ben, faites-le. Bah, y a qu'à. Faites-le. Allez-y. Pendant 20 ans, moi, j'étais dans le CFCM les 10 premières années. Ensuite, j'ai su que on n'entendait plus rien de cette structure parce qu'elle dépendait directement des pays étrangers. C'est les pays étrangers qui géraient le CFCM jusqu'à la dernière année. Et donc, le problème, c'est que, la question qui se pose, est-ce qu'on est capable de nous organiser tout seul, sans l'aide de l'État? Certains vous diront oui, mais ça fait 30 ans qu'on dit oui, et qu'on n'a pas avancé sur cette question. Moi, je pense que sur beaucoup de dossiers, nous avons absolument besoin de l'aide de l'État. D'ailleurs, eux, ils disent pas s'immiscer, ils disent accompagner, je sais pas, il y a un autre mot qui... Oui, il y a une rhétorique, il y a une communication, mais on sait très bien quel est le rôle d'une communication politique. Hein. Oui, accompagner, On valorise ce qu'on fait et on essaye d'éviter les formules qui fâchent. Mais sur le dossier de statut, sur le dossier des carrés musulmans, sur le dossier de la bioéthique. La bioéthique, pendant 20 ans, le CFCM, pendant 20 ans, il n'a jamais réuni les imams. Pendant 20 ans. Aujourd'hui, on parle de lois très importantes. On est passé par la loi de la PMA, la procréation médicalement assistée, la GPA. Aujourd'hui, on parle d'euthanasie, de suicide assisté. Et les musulmans, on les entend pas du tout. Les autres, ils se réunissent, ils discutent, ils produisent, ils publient. Et les musulmans ne font absolument rien. Voilà, quand on nous laisse tout seul, on n'arrive pas à avancer. Moi, je pense que c'est vrai, il faut pas que... C'est terrible, hein. C'est terrible comme constat, hein. C'est terrible, hein. Moi, parce que ce matin, je discute avec une personne, je lui dis, moi, c'est les résultats qui m'intéressent aujourd'hui. Les résultats qui m'intéressent, c'est que nous avons besoin de doter les imams. Je pense que c'est une profonde injustice. Il faut absolument qu'on dote les imams d'un statut. Ça, nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de l'État, sans l'aide du ministère de l'Intérieur, le droit du travail, le ministère du Travail, etc. Sur les carrés musulmans, sans l'aide des collectivités locales, des métropoles, de la préfecture, nous ne pouvons pas avancer. Il y a des dossiers sur lesquels nous devons absolument avancer avec les services de la préfecture, du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales, mais à condition que nous maîtrisions ces dossiers. Le problème, c'est que vous allez dans un certain nombre de départements, il n'y a aucune maîtrise de ces dossiers. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui appellent à ouvrir des cimetières musulmans, sachant que la loi ne le permet pas. Et si vous le dites non, ouais, mais vous êtes, etc. La loi, aujourd'hui, ne permet pas d'avoir des cimetières confessionnels. Elle permet d'avoir des espaces réservés ou des carrés musulmans, comme il y a des carrés juifs, etc., etc. Mais je pense que c'est vrai, parfois, cet interventionnisme de l'État, il est, je le dis, parfois il est choquant, même parfois dans le choix de ceux qui nous représentent. Hein. C'est pas à l'État de choisir ceux qui nous représentent, c'est pas à l'État de choisir les interlocuteurs qui parlent au nom des musulmans. Et moi, je vous le dis franchement, je reste aussi critique sur le choix de certaines personnes au sein du FORIF. Moi, j'ai besoin de personnes qui connaissent les dossiers, qui connaissent les problèmes des mosquées, qui sont investis dans des mosquées ou dans des structures musulmanes pour savoir ou connaître les véritables problèmes. Quand on en ramène des gens qui sont à l'ouest ou qui sont à des milliers d'années-lumière de ce que vivent les musulmans dans les structures musulmanes, dans les mosquées, dans les associations musulmanes, et qui veulent décider à la place des musulmans, ça c'est quelque chose dont on n'est pas d'accord. Et ça, moi je le dis sans aucun problème, essayez de faire un effort sur le choix des personnes qui participent aux différents groupes du FORIF. On le dit sans aucun problème. Il y a un effort qui doit être fait par l'administration, mais je pense que l'effort essentiel doit être fait par nous. Comment expliquer qu'aujourd'hui, il n'y a pas un conseil au niveau national des imams et que à chaque fois on entend un conseil des imams par-ci, un conseil des imams par-là. Le problème parfois il est en nous, même si il y a encore une fois des décisions, des orientations politiques qu'on n'explique pas et avec lesquelles on n'est pas
forcément d'accord. Merci beaucoup, Hasdin Gassi. Donc, on va suivre avec beaucoup d'attention le développement, évidemment, de ce FORIF. Donc, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes vous-même, Hasdin Gassi, membre au sein du FORIF du groupe de travail professionnalisation et recrutement des imams. Vous êtes aussi l'un des responsables du Conseil théologique des imams du Rhône et le recteur de la mosquée Haussmann à Villeurbanne. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne donc rendez-vous très prochainement sur Mizan TV.